Voilà, c'est comme la Marseillaise. Mais c'est une musique magnifique, ainsi par les Zarathustra, Strauss, 2001 l'Odyssée de l'espace. Moi, ça me hérisse le poil quand j'écoute. Il faut dire que j'ai vu le film plus de 100 fois, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à ce qu'il y avait dans le ciel. Donc, je suis Christelle Seval, éditeur. Auparavant, mes éditions s'appelaient Interkeltia, et elles étaient, je dirais, de dimension très réduite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, eh bien, c'est quoi le terme lorsque, tu sais, on casse la bouteille de champagne, là, c'est on baptise. Hein. Voilà, de baptiser cette nouvelle salle pour OVNI Paris, en même temps qu'on finalement, on baptise aussi mes nouvelles éditions qui prennent un autre aspect qui s'appelle aujourd'hui les éditions Atlante et qui vont vous proposer donc cet automne beaucoup de nouveautés. Alors merci à OVNI Paris d'avoir réussi enfin à trouver une salle digne de tout le monde, du public, des ufologues, etc. Moi j'ai assisté à une conférence de Marc Saint-Germain, le directeur du MUFON Québec, qui a écrit Les enfants de Sylvie P. Voilà, j'ai assisté à sa seule conférence à Paris. Franchement, nous étions dans une salle de restaurant minuscule où à 5 mètres on n'entendait rien. C'était des conditions pitoyables. Et j'ai eu honte pour la France, j'ai eu honte pour Paris d'accueillir des gens de cet acabit dans ces conditions. Heureusement, maintenant, avec une salle comme celle-ci à l'École des Mines, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure. Il était temps. En tout cas, merci Guy de nous avoir dégoté cette salle parce que on commençait à Paris à se demander ce qu'on faisait en France, quoi. Voilà, donc les éditions Atlante présentent plusieurs livres qui sortent en ce moment. Je les passe vite en revue, mais avant, je voulais vous dire une chose. Ce soir, c'était l'auteur de ce livre-là, Humeau l'avertissement, qui devait faire la conférence sur ce livre. Il se trouve qu'à midi, il m'a appelé pour me dire qu'il était coincé dans son lit et que malheureusement, il ne pourrait pas venir ce soir. Alors, je voulais d'abord vous dire que cette personne est un ami personnel depuis 20 ans, donc il ne m'a pas, c'est pas un acte de complaisance, hein, il ne m'a pas raconté de bobard. Il est vraiment coincé. Bon, moi, heureusement je ne le suis pas, je vais quand même pouvoir vous parler du contenu du livre. Avant d'attaquer ce livre, je voulais rapidement passer en revue donc toutes les nouveautés qui peuvent vous intéresser. Donc je vous ai montré Les enfants de Sylvie P, qui est écrit par Marc Saint-Germain et Pierre Caron. Alors c'est l'histoire d'une femme qui dit avoir été abductée de façon répétée dans sa vie. Et Pierre Caron est un hypnothérapeute qui est accrédité MUFON, c'est-à-dire qui respecte des procédures du MUFON, cette grande organisation américaine, principale organisation, je dirais, OVNI au monde. Hein. Et donc, ils ont fait une dizaine de séances avec cette femme, donc l'histoire de cette femme a été vraiment creusée très profondément. Ce qu'elle a révélé est très intéressant. Elle a eu 2 filles et un garçon, donc avec tout au long de ses abductions. Ensuite, là je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est dans la salle. C'est un livre traduit de l'américain, parce que je trouve qu'en France, nous manquons cruellement des excellents livres américains, qui sont très très peu traduits. Et nous aimerions présenter en France dans les temps qui viennent, dans les années qui viennent, donc, les traductions de ces excellents livres. Nous allons commencer par Rencontre avec le peuple des étoiles, d'Hardy Sixkiller Clark, qui est une femme, qui est une indienne, qui vit dans le Montana, qui est une scientifique, une universitaire qui travaille à l'université du Montana. Et Hardy Sixkiller a passé une vingtaine d'années à interroger tous les Indiens d'Amérique, du Canada, du Mexique, etc., tous les Amérindiens, donc, et à les faire témoigner sur les peuples des étoiles, que ce soit
je dirais, dans les mythes fondateurs des tribus indiennes, ou que ça soit dans des interactions modernes, des abductions, des rencontres, des contacts. Et on apprend des choses incroyables. On apprend par exemple que vous avez le témoignage d'un Indien qui raconte que son grand-père l'a emmené voir un vaisseau qui était écrasé, mais il y avait eu encore 15 équipages, 15 humanoïdes vivants. Et c'était 2 ans avant Roswell. Donc vous voyez, quand on dit que 1947 c'est la première interaction, bon, personnellement j'y crois pas du tout. Et je voulais rendre hommage donc au traducteur de l'américain qui a fait un travail fantastique, très rapidement parce qu'on était pressé et c'était pas facile. En plus de ça, je savais que je pouvais compter sur lui parce que contrairement à d'autres traducteurs, lui son français est impeccable quand il sort du tuyau. C'est Jean Librero, ici présent. Vous pouvez l'applaudir. Toujours dans la même salle, toujours un hommage à rendre. Vous avez peut-être entendu parler, parce que là ça s'est sorti en octobre, et on a fait déjà des émissions de radio, des émissions sur Immédiat par exemple, ou chez Bob, ou chez Joël Vérin, etc. etc. Découverte au BUCJ. Donc c'est 2 livres qui sont traduits du roumain, qui racontent une histoire absolument effarante, que vous connaissez certainement un peu parce que Daniel Hoffnung, qui est là, ici présent ce soir, et je le remercie, parce que c'est lui et... On peut dire que d'une certaine façon, c'est lui qui a fait connaître cette incroyable histoire en France. Il a fait une excellente conférence à Paris OVNI le 1er mars, enfin, ou le mois de mars. Le 1er mars 2016. Oui. Et il a écrit la préface des 2 livres, parce que donc c'est tome 1 et tome 2, je dirais, dans la version française, c'est vraiment, ils se suivent, même si l'histoire est un peu plus compliquée que ça, parce qu'en roumain, il y a 4 livres qui sont publiés, et le 2e livre en roumain n'est pas le 2e livre en français, mais en français, j'ai choisi le fil conducteur. Le 2e livre sort en librairie là ces jours-ci, s'appelle Le Mystère égyptien, donc c'est toujours du même auteur et ça concerne toujours la même histoire. Et donc je remercie aussi Gilles Laurent qui m'a fait connaître Daniel Hoffnung et qui a été aussi l'initiateur de toute cette histoire. Moi au début, quand j'ai vu la conférence de Daniel, j'étais tellement éberlué que j'avais du mal à... Franchement, j'avais du mal à y croire. Et je me disais, c'est pas possible, c'est de la science-fiction, je peux pas publier ça. Et puis, voilà, et Gilles a été le premier à m'apporter des indices de validation, je dirais. Puis ensuite, moi-même, je suis allé en Roumanie, où j'ai obtenu d'autres indices. Depuis, on a obtenu encore d'autres, encore d'autres, encore d'autres. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment une histoire solide, très solide. Et donc je vous invite à aller voir pour les gens qui veulent approfondir. D'abord, bien sûr, à acheter les livres, mais aussi le film, parce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Démian, qui sort un film en janvier, donc ça a été un peu reculé, là, en janvier 2017, qui a tourné donc en Roumanie sur les mystères de la Roumanie. Et à l'intérieur du film, donc, il y a tout un chapitre sur la découverte au BUCJ. Nous avons fait 5 heures d'émission donc sur Immédiat, c'est-à-dire le nouveau média de Laurent Fent, qui est un ex-animateur de radio ici maintenant. Et sur Immédiat, vous pouvez trouver il y a 3 vidéos qui font 5 heures d'interview. Je ne suis pas tout seul, donc il y a Daniel, il y a Démian et moi-même. Donc à 3, on a pu parler pendant 5 heures. Et vous pouvez avoir les vidéos aussi sur YouTube, voilà, et c'est gratuit. Et Démian nous a aussi appris des tas de choses incroyables. Voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet ce soir, Humo, l'avertissement. Alors, premièrement, c'est écrit sous un pseudonyme. Un jeu de mots en anglais. Stone Garden Teapot, qui veut dire
Pierre, Gardone, Jardin, Tipote, Théière. En fait, c'est une référence à Pierre Teilhard de Chardin, tout simplement parce que les Humites en parlent, de Pierre Teilhard de Chardin, et sa vue, je dirais, sur la noosphère et sur le point oméga et sur la vision du cosmos de Pierre Teilhard de Chardin rejoint un petit peu la vision du cosmos humide. Donc l'auteur a pris ce pseudonyme il y a très longtemps, puisqu'il y a 20 ans, voilà, quand il a commencé à écrire sur les réseaux qui s'intéressaient au dossier. Donc c'est quelque chose de très ancien. Et je vais vous expliquer pourquoi il a choisi un pseudonyme. Parce que c'était une discussion avec Guy, on a soulevé. Et il y a plusieurs raisons. La première raison, moi du côté éditeur, c'est qu'un auteur, quel qu'il soit, a le droit de se cacher derrière un pseudonyme. Et je le comprends d'autant plus que, par exemple, pour le livre roumain sur le Boussège, le réalisateur du film a reçu des menaces de mort. Donc j'ai dit à la traductrice, qui est une femme qui a traduit le livre en français, je lui ai dit, est-ce que tu veux que ton nom apparaisse sur le livre? Elle m'a dit non. Oui. Et il a reçu des menaces de mort de qui? Des menaces téléphoniques. Donc c'est pas sans qu'il s'identifie. La personne qui menaçait ne s'est pas identifiée. Oui, c'est pas identifié. Alors ça, je dirais, c'est l'aspect menace et nuisance. Ça peut être aussi de simples nuisances, de gens qui vous appellent au téléphone ou qui vous envoient des courriers sur Internet. Et, bon, c'est pas agréable. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'auteur me fait part de sa famille. Il est en activité, il travaille. Il me dit, moi je suis assez grand pour me défendre. Si dans la rue on me dit, ah c'est toi qui écris ces trucs sur les petits hommes verts, il saura se défendre. Par contre, sa femme, qu'est-ce qu'elle pourra dire? Sa femme qui travaille, ses filles qui sont à l'école, qu'est-ce qu'elles, si on jamais, voilà, on les implique là-dedans. Donc c'était pour protéger sa famille, et moi je le respecte tout à fait. D'autant que maintenant je vais vous dire son vrai prénom, parce que moi je ne peux pas l'appeler Stone Garden Teapot toute la soirée, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et je m'étais dit je vais l'appeler Michel ou André, ou non, parce qu'à un moment donné je vais me tromper, comme je le connais depuis 20 ans, donc voilà, autant vous donner son vrai prénom, mais sans son nom, voilà, c'est Didier. Didier aujourd'hui est l'homme le plus légitime en France pour écrire sur ce dossier. Pourquoi ? Parce que il est sur le dossier depuis l'origine, sur une vingtaine d'années. Ensuite de cela, il connaît absolument tous les protagonistes. Il a été maintes fois en Espagne, interviewé, filmé tous les acteurs du dossier. Ensuite, Didier a fait partie, je dirais, des contactés, comme je vais vous l'apprendre. Et puis, il a passé beaucoup de temps parce qu'il n'avait pas un travail, je dirais, qui le prenait à temps complet. Donc, il a passé une grosse partie de son temps libre à approfondir ce dossier. Et aujourd'hui, en France, pour moi, il est un de ceux qui en savent le plus. Alors, comme je vous le disais, Didier a fait partie d'un groupe de contactés. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 mois, on a reçu un message de ces extraterrestres humides qui disait nous arrêtons le secret sur les micro-groupes de contactés. Donc aujourd'hui, nous donnons leur liberté à tous ces groupes que nous avons contactés durant des années. Donc ceux qui veulent parler, parlent, ceux qui ne veulent pas ne le font pas. Et donc il y a un micro-groupe, micro parce que ça concerne une trentaine de personnes, pas plus, mais donc il y a un groupe qui s'est révélé il y a 2 mois, qui était donc un groupe de contactés, et donc Didier en faisait partie. Dans ce groupe, on trouve beaucoup de scientifiques. Des astrophysiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des gens qui habitent en Chine, des gens qui habitent au Canada, des gens qui habitent en France, en Espagne, et qui échangent entre eux.
depuis des années. Et ces gens ont travaillé, ils ne sont pas contentés de bavasser. Il y a des travaux scientifiques incroyables. Je vous en parlerai de certains. Ensuite, Didier a animé aussi des groupes ouverts, là, des groupes qui étaient connus de tous. Là, je vois, il y a plusieurs participants qui sont là ce soir. Donc, on faisait des repas, des soirées pizza à Paris. Et voilà, on discutait librement du dossier, et c'est Didier qui animait la conversation. Donc, pour revenir à ce dossier MIMO, est-ce que je rappelle un petit peu ce que c'est? Parce que bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et... oui, rappelle les faits, s'il vous plaît. Oui. Alors, donc tout commence en 1966, je dirais, où on reçoit, où des Espagnols reçoivent, plusieurs Espagnols reçoivent des lettres. En fait, ça a commencé un petit peu avant. Ça a commencé par la rencontre à la Baleine Joyeuse. Alors, ça se passe à Madrid, et c'est un monsieur qui s'appelle Fernando Sesma, qui a une soixantaine d'années, qui est un ufologue déjà, un peu atypique parce que c'est un artiste, quoi. Et il donne des séances de lecture régulièrement dans un café, dans un restaurant madrilène, dans la salle du bas, où il y a une fresque sur le mur qui représente une baleine qui rigole. Donc on l'a appelée la baleine joyeuse. Et monsieur Sesma raconte tout ce qui lui passe dans les mains comme article, ou comme parce qu'il dit recevoir des messages télépathiques, et puis tout ce qu'il attrape à droite à gauche. Donc il ne fait pas le tri. Hein, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc les gens étaient friands quand même de toutes ces histoires. Et puis un jour, M. Sesma reçoit aussi, lit des messages d'un autre monsieur qui dit être contacté, qui s'appelle Salieno. Et Salieno, lui aussi, est dans le même style, c'est qui raconte des choses, il y a à boire et à manger, c'est un peu le fouillis. Mais Sesma, ça lui convient très bien, et il raconte tout ce que lui raconte Salieno. Et c'est à ce moment-là que Sesma est contacté au téléphone par un numite qui lui dit « Écoutez, monsieur, nous écoutons vos conférences et nous avons trouvé dans les discours de Salieno, nous avons trouvé un message codé que seuls les extraterrestres qui peuvent voyager plus vite que la lumière sont en mesure de comprendre. Donc nous avons décidé à notre tour de prendre contact avec vous et nous allons vous envoyer des lettres. » Donc ça commence comme ça. Donc là, on est en 1966, date officielle de la première lettre. Au début, les lettres sont très grosses, abordent tous les problèmes. Quand je dis problème, c'est toutes les sciences. Hein. Ça aborde la physique, l'astrophysique, la biologie, l'histoire, la politique, à la fois sur leur planète, à la fois sur la nôtre, comme ils nous décrivent, etc. Et bien vite, donc, le dossier s'épaissit. Le dossier va être popularisé en France fin 70, dans les années 80, quand Jean-Pierre Petit, le fameux astrophysicien, qui a été au courant de quelques-unes de ces lettres, y a mis le nez dedans, a vu des équations, ça lui a beaucoup plu les équations, et en y allant voir de plus près, il s'est rendu compte que ces équations n'étaient pas neutres du tout, et ça l'a fait réfléchir, et il s'est dit c'est pas possible, ça a l'air du solide ça. Et donc Jean-Pierre Petit, avec une association qu'il a créée à l'époque, le Gesto, a traduit, enfin c'est pas lui qui a traduit, mais c'est une association de personnes qui ont traduit les lettres en français, des lettres qui étaient adressées à beaucoup de gens différents, hein, en Espagne d'abord, après elles ont été adressées dans le monde entier. Donc il y a eu un moment donné où un millionnaire, disons, un industriel espagnol de Barcelone, Rafael Farriols, a décidé de regrouper toutes ces lettres. Donc il les a rachetées, ou on lui a donné, et c'est lui qui est devenu vraiment le moteur
de ce dossier, tandis que Jean-Pierre Petit, lui, commençait à écrire des livres dessus. Il a écrit plusieurs livres hein, à l'époque, Le mystère du mythe, etc., etc. Et puis voilà. Bon, il y a eu des tas d'autres gens qui ont écrit des livres dans plusieurs pays, en Russie, en Espagne, en Italie, etc., etc. Moi-même, j'ai écrit, c'était mon premier livre sur le sujet, c'était en 2001, où j'ai écrit aux éditions JMG, j'ai écrit un livre qui s'appelait Humo, un dieu venu d'ailleurs, et où je décrivais la métaphysique du mythe, parce que il se trouve que les livres précédents n'abordaient pas ce problème. Or, dans les lettres limites, la métaphysique, c'est-à-dire l'âme, la mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort, etc. Dans leurs lettres, ça tient une place prépondérante, et donc j'ai pu écrire un livre dessus. Ensuite, le dossier a été brocardé parce que un des acteurs principaux du dossier en Espagne, qui s'appelle Jordan Luis Peña, M. Peña, a déclaré en 1993 que c'était lui l'auteur du dossier. À ce moment-là, tous les ufologues de France, de Navarre et d'ailleurs se sont empressés de dire bah, vous voyez bien, ce dossier n'est pas intéressant puisque son auteur s'est dévoilé. En fait, comme vous le verrez dans le livre, Didier connaît très bien Peña, il a été l'interviewé, il a été filmé, et Didier a traduit les 6 lettres d'aveu, parce qu'il en a eu 6 en quelques mois, en 93, et Didier a traduit les 6 lettres d'aveu de Jordan Peña, qui montrent que c'était absolument pas lui l'auteur du dossier, il en était absolument incapable, et il le dit même à Raphaël Fariols dans un entretien téléphonique. Il a dit à Raphaël, c'est eux qui m'ont demandé de dire ça. Donc c'est les humides qui lui ont demandé de dire que c'était lui qui avait été à l'origine du dossier. Et lors de cette conversation, il y avait l'assistante de Fariols qui était présente. Et alors que Raphaël Fariols est décédé, son assistante, elle, vit toujours et a rapporté cette conversation à Didier. Et ce qui fait qu'il a ce témoignage de première main. Donc, bon, je ne veux pas passer trop longtemps là-dessus, mais ça c'était pour dire que les gens qui croient que Peña a été à l'origine du dossier, même si c'est un personnage trouble, qui a certainement été le dactylographe et le dessinateur des Humites, même si il a joué des rôles troubles un peu au début de l'histoire, bon, il n'avait absolument pas les capacités de faire vivre ce dossier. D'autant qu'il a fait des AVC et il est décédé et maintenant le dossier continue. Voilà. Donc on a reçu la dernière lettre Humite en 2009 et ensuite ils sont passés sur Internet. Et donc là il y a eu d'abord sur Twitter où il y a eu un groupe d'une centaine de personnes qui se sont intéressées au tweet. Et donc, ça a commencé en 2012, en juin 2012, et il y a eu des salves donc, de questions-réponses pendant plusieurs années. Ils n'étaient pas astreints aux 126 caractères de Twitter, ou 100, je ne sais plus combien, parce qu'en fait, à chaque fois, dans les réponses, ils postaient des images. Et des images avec plein de petits textes écrits très petits. Donc, à chaque fois, les échanges étaient denses. Alors, aussi, ce que je vais commencer par quelque chose qui est très important pour moi, c'est les travaux scientifiques, la validation scientifique. Tout d'abord, dans ce livre, on a plusieurs indices de validation. Je ne vous les dirai pas tous, parce que je ne veux pas non plus spolier complètement le livre, mais je vais vous en parler de certains. Et je voulais aussi vous dire que Jean-Pierre Petit sort un livre avec Jean-Claude Bourret au premier trimestre 2017, dans lequel il y aura aussi un chapitre sur Humo, et où Jean-Pierre Petit apporte aussi une nouvelle validation scientifique, mais qui porte sur autre chose. Donc là, je dirais qu'il y a un feu croisé. Alors, le premier indice, qui est assez bien détaillé dans le livre, et je vais vous faire un dessin, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc on se remet en 1966, et les Humites nous disent votre
conception du Big Bang est juste en très gros, mais vous vous trompez sur plusieurs points. Vous vous trompez sur le début du Big Bang, ça n'a pas été comme ça. Vous vous trompez sur... et ils nous expliquent sur quoi on se trompe, et ils nous disent, c'était en 1966, quelle forme a, je dirais, l'expansion de l'univers. Alors, donc là, on va mettre le temps, l'espace. En 66, notre conception du Big Bang, c'est ça. C'est-à-dire, le Big Bang est là, et l'univers, au fur et à mesure que le temps passe, là par exemple on est maintenant ici, l'univers s'expand, il s'étend. Donc voilà. Et c'est linéaire. Les prix Nobel de physique en 98 ont montré que c'était pas comme ça. Il y avait eu, parce que après on est tombé sur des points durs évidemment, donc c'est la théorie de l'inflation. Ils nous ont expliqué, les prix Nobel de 98, qu'au début il y a une inflation très rapide, c'est-à-dire que pendant un espace de temps très bref, l'univers s'étend énormément, et après ça ralentit. Alors oui, bon, je n'aurais peut-être pas dû dessiner comme ça, oui, voilà, comme ça. Donc là, on voit bien l'inflation, et après, hop, comme ça. Et après, on a découvert, encore autre chose, c'est que l'expansion de l'univers s'accélérait. Ce n'était pas une constante. Dernière découverte, due au satellite Planck, en 2015, on a découvert que l'expansion n'était pas uniforme et était périodique, non sinusoïdale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'univers, voilà, il s'expand de cette façon-là. Ça ressemble à ça. Ça, on le sait depuis 2015. Sauf que les humides nous l'avaient dit en 1966. C'était écrit noir sur blanc. Voilà, donc ça c'est un indice. Je vais vous parler d'un deuxième indice qui va très loin aussi. Il faut voir que dans la physique humide, la physique humide pour nous intègre la métaphysique, parce que eux ont été si loin dans la science que pour eux, ils expliquent de façon scientifique et rationnelle l'âme et des univers parallèles. Et donc pour eux, il y a un univers où il y a les âmes. Ensuite, il y a une infinité d'univers. On vit dans un de ceux-là, les corps physiques, l'univers 3D, je dirais. Et puis il y a un univers très important, à l'autre bout du spectre, qui s'appelle, bon c'est un terme humide, j'ai toujours du mal à retenir, Buawa Biae. Voilà. Je vais le traduire ce soir par conscience collective. C'est-à-dire que ça, grosso modo, c'est un univers parallèle extrêmement important parce que tous les êtres vivants, plantes, animaux, hommes, sont en relation avec lui. Et que nous lui devons la vie, nous lui devons l'évolution. C'est lui qui nous envoie, je dirais, les formes, les patrons d'évolution. En même temps, il influence nos consciences. Mais ça va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, il le capte et il enregistre. Et les humides disent dans une lettre assez fabuleuse, ils nous expliquent le mécanisme. Ils disent que dans chaque cellule vivante, y compris dans le cerveau, il y a des atomes particuliers qui servent à faire la transmission entre notre univers et cet univers des consciences collectives. Ces atomes, en fait, ne suivent pas
la loi de la mécanique quantique. Et en fait, leurs orbitales, les électrons sur les orbites, en fait, vibrent selon des codes. Ce sont des émetteurs-récepteurs, et c'est en fait ce balai d'électrons autour de certains atomes particuliers dans les cellules qui sont les émetteurs-récepteurs ici. Et les humides nous disent, voilà, ce sont des atomes de krypton, qui est un gaz neutre, un gaz rare. Alors évidemment, à l'époque, tout le monde s'est gossé. Superman, le krypton, la kryptonite, coucou, ouais. Oui, mais bon. Il y a des gens qui ont été plus loin. Alors, je ne citerai pas de nom, mais voilà ce qui s'est passé. Dans le groupe dont je vous parlais, il y a beaucoup de scientifiques. Il y en a un qui a dit bon, on n'a pas les instruments aujourd'hui, des instruments de mesure assez fins pour aller regarder les orbitales des électrons de krypton. Par contre, on peut faire quelque chose quand même, on peut faire une manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science terrienne n'a jamais dit qu'il y avait du krypton dans les cellules. La science terrienne ne sait absolument pas s'il y a du krypton dans les cellules et quel est le rôle du krypton dans les cellules. Et donc finalement, ce monsieur a décidé de monter une manipulation qui a pris plus de 10 ans, qui était de dire, bon ben voilà, je vais prendre des cellules et je vais les priver de krypton. Et on va voir si elles se développent. Et aujourd'hui, il a réussi à démontrer que toute cellule vivante ne peut pas se développer s'il n'y a pas quelques molécules de krypton. Donc c'est une avancée scientifique de premier ordre. Les résultats de ces travaux vont paraître. Bien sûr, personne ne dira, surtout pas lui, que c'est lié au dossier humide, parce que là on traiterait de fou et ce serait fini. Donc ce rapport scientifique va sortir, je dirais, dans le brouhaha général, mais vous saurez que ceci est directement en rapport avec le dossier HUMO, et que c'est une validation extrêmement importante. Il y a d'autres validations comme ça, scientifiques, dans le livre, mais je ne vais pas tout raconter. Qu'est-ce que je pourrais aborder maintenant comme... Où est mon livre? Ah voilà, parce que il y en a un que j'ai noté. Alors ce groupe de contactés, il n'a pas été contacté physiquement. Personne n'a vu d'extraterrestres, personne n'a vu d'humides. Par contre, leur présence était flagrante. C'est-à-dire que tous les gens du groupe ont vu leurs ordinateurs visiter. Les humides savaient exactement tout ce qu'ils faisaient chez eux sur leurs ordinateurs. Ils savaient exactement tous les mails qui s'échangeaient. Et à un moment donné, donc, il y a eu des besoins aussi de validation, je dirais, des documents, parce qu'il y avait aussi des petits farceurs qui faisaient des fausses lettres, etc. Et un jour, il y a un des gars du groupe qui a inventé un moyen de savoir, de faire le tri entre le faux et le vrai. C'est-à-dire que ce monsieur avait reçu une véritable lettre humide dans les années 2000, qui est codifiée NR20 sur le site... Oui, parce qu'il y a un site où on trouve absolument toutes les lettres, il y a 1400 pages. Le site s'appelle humo-science.org. Et ce monsieur qui a reçu cette lettre, après il l'a diffusée sur le site, en changeant un mot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait, quand on a affaire à des gens qui se prétendent venir du mot, s'ils connaissent ce mot, on sait que c'est vrai. Par contre, on a eu des petits farceurs qui, évidemment, n'avaient absolument aucune idée du mot qui avait été interchangé. Voilà, donc ce microgroupe a travaillé énormément.
moi je suis effaré du nombre d'expériences qu'ils ont pu mener. Par exemple, ils font des expériences sur la fusion froide, parce que les humides nous ont donné des pistes, des pistes théoriques sur la fusion froide. Ou autre exemple, les humides nous disent qu'il est très important d'agir avec cette conscience collective, parce que la conscience collective a deux pouvoirs sur nous. Elle a un pouvoir sur les consciences, c'est-à-dire qu'elle envoie des idées, et elle peut atteindre toutes les consciences individuelles de la Terre, et en même temps, elle influe aussi sur les événements stochastiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hasard. Stochastique, c'est le hasard. C'est-à-dire que cette entité est capable de tordre le hasard. Et donc, des éléments qui surgiraient, par exemple le tiercé, si vous dites, voilà, si je joue 2, 3, 4, j'ai une chance sur 100 de tomber bon, lui, il peut tordre le truc, et à la fin, c'est plus seulement une chance sur 100 que vous avez d'avoir le tirage, mais par exemple 50 chances sur 100. Bon. Donc, il y a un physicien qui mène en ce moment même une expérience très intéressante avec une source radioactive, faiblement radioactive, un compteur Gégère, un ordinateur. Donc on compte le nombre, les intervalles entre chaque désintégration d'atomes. Et normalement, c'est aléatoire. Il n'y a pas de meilleure définition, enfin du moins, c'est une très bonne définition pour obtenir des chiffres aléatoires. Et donc, par, je dirais, une sorte de prière collective, il y a un protocole qui est indiqué dans les livres, un protocole très strict pour s'adresser à la conscience collective. Donc l'expérience consiste à demander à la conscience collective d'interagir sur cette désintégration atomique de la source radioactive et de voir si on tord les statistiques. Voilà. Bon. C'est pour vous dire que là, on n'est pas dans le soft. Hein. Il y a des extraterrestres, ils sont très, je dirais, très artistes, où ça se passe, on parle de télépathie, d'amour, de belles vibrations, etc. Là c'est vraiment de la science dure, et c'est bien aussi, parce que ça manque dans les dossiers extraterrestres. Je dirais même que c'est le bas qui blesse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pages à lire, 1400, c'est tellement pointu qu'en fait personne n'a le courage de s'y pencher vraiment. Pas un seul article, pas un seul livre peut donner une idée de ce que c'est que le dossier. La seule façon de se faire une opinion, c'est de lire. C'est de tout lire, et puis comme je ne comprendrai rien, il faudra relire une deuxième fois. Je ne sais pas, je peux demander à Gérard, ici présent, qui me dit tout à fait. Donc c'est la plupart du temps, pour parler d'un dossier extraterrestre, je dirais qu'on pêche par manque d'informations. La plupart du temps, on n'en a pas assez. On fait avec ce qu'on a, mais voilà, la plupart du temps, on manque d'informations, et là c'est le contraire, c'est qu'on a trop d'informations. Mais c'est aussi difficile à gérer, le trop d'informations. Maintenant, venons-en au fait. Ça s'appelle l'avertissement. Voilà, pourquoi ça s'appelle l'avertissement? À un moment donné, dans les échanges sur Internet, entre le groupe ouvert qui comptait une centaine de personnes, c'est ça, une centaine? Je crois, oui. À peu près, hein. J'étais pas trop grand. Et donc les humides. Alors les humides disaient que en fait, le groupe qui répondait aux tweets était composé de 2 humides et de 4 terriens, 4 auxiliaires terriens. Et ils répondaient dans toutes les langues absolument parfaitement, y compris le japonais. Et dans les flux de questions-réponses, comme ça, à un moment donné, on leur demande combien ils sont sur Terre, parce que dans tout le dossier, ils nous disent combien ils sont sur Terre, et ils sont très peu à chaque fois, ça varie, ils sont toujours une dizaine, un peu moins de 10 ou un peu plus de 10 depuis les années 60, mais guère plus.
Et là, on leur demande, donc c'est en 2000, je sais pas, 2013 ou 14, 15. Donc combien ils sont? Et là, ils nous disent 180. Donc du coup, on leur dit, ah bon, mais il se prépare quelque chose alors, parce qu'ils nous avaient déjà expliqué qu'à une dizaine d'individus, ils pouvaient prendre le contrôle de la Terre, s'ils le voulaient. Donc à 180, oulala, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là à 180 ça, pourquoi cette montée en puissance? Et là, ils nous disent, en fait, c'est en prévision de ce qui va se produire. Ah, qu'est-ce qui va se produire alors? Et voilà, c'est l'avertissement. Il va se produire, bon, ils nous disent, je ne vais pas spolier le livre qui donne tous les détails. Didier m'avait demandé de ne pas dire ce qu'était l'avertissement, mais je lui ai dit, écoute, mon pote, d'abord, il fallait être là. Et puis quand même, je ne vais pas tout dire, mais je dirais quand même la chose principale. L'avertissement, c'est que d'après leur modèle prédictif, c'est-à-dire d'après leur ordinateur, parce qu'eux ne sont pas des... Comment dire, sont pas des voyants, ne sont pas des clairvoyants, pas du tout, ils ne travaillent pas comme ça. C'est vraiment des rationalistes scientifiques purs et durs. Et d'après leur modèle prédictif, notre société économique va s'effondrer. Et ça va se produire entre 2019 et 2022. Et il va y avoir une guerre civile mondialisée, je dirais. Et ça va être le début de notre nuit noire. Parce qu'eux aussi ont eu ce qu'ils appellent une nuit noire sur la planète, c'est-à-dire aussi à un moment donné une crise très grave et mondialisée. Et ils ont mis des siècles à s'en remettre. Bon. Ils nous disent qu'on rentre dans notre nuit noire. Heureusement, on termine quand même par une note positive, ils nous disent qu'on a un petit moyen d'action. Petit parce qu'il ne faut pas croire que ça va tout changer d'un seul coup. Parce qu'il faut du temps pour changer les mentalités, pour changer les systèmes économiques. On a l'impression que c'est des Titanic qui courent sur leur air comme ça jusqu'à l'iceberg, et que même si on a vu l'iceberg, on peut ni arrêter le bateau, ni le faire tourner, tellement il est gros, tellement il est lourd. Et cette petite lueur d'espoir, c'est justement l'action sur la conscience collective. C'est-à-dire, ils nous ont donné un protocole pour s'adresser à la conscience collective et lui demander de rayonner des idées donc, sur l'ensemble de la population sur Terre et d'agir aussi là, sur ces fameux hasards, soit pour que des choses se produisent, soit pour que des choses ne se produisent pas. Voilà. Et le protocole est expliqué en détail à la fin du livre. Il s'agit vraiment d'un ouvrage très très important à mes yeux, parce qu'il avait été... on n'a rien écrit sur Humeau depuis 15 ans, ou plus. Et pour moi, c'est le livre clé sur l'affaire, parce qu'il rappelle, en même temps, il rappelle toute l'affaire. Et comme il a été un des acteurs principaux de tout ce qui s'est produit depuis 15 ans, sa parole est fondamentale. Voilà, donc je lui souhaite un bon rétablissement et vous pouvez me poser des questions et si on peut ensuite aussi l'appeler au téléphone de son lit et il pourra répondre aussi ou sur Skype. Oui, Daniel. J'arrive. Oui, alors moi je voulais parler, en fait, rebondir sur autre chose. C'est que tu as parlé des textes indiens, et il se trouve que j'ai eu connaissance d'un texte indien. Alors c'est quelque chose qui est un témoignage d'une indienne qui est aujourd'hui décédée, qui s'appelait No Ez, pas Dieu, une aveugle quoi. Et elle a initié pendant très longtemps une américaine. Elle lui a donné des enseignements et elle lui a transmis ses visions de l'avenir.
Et assez curieusement, donc moi j'ai vu Christelle il n'y a pas longtemps pour une émission de radio, et donc Christelle m'a passé le bouquin que j'ai commencé à lire, et puis je me suis jeté pour lire en diagonale un petit peu l'avertissement, c'est-à-dire la fin, et j'ai été sidéré parce que ce bouquin a été publié en 87 aux USA, hein, sur ce qui allait arriver. Et en fait, j'ai retrouvé des choses qui étaient vraiment très très proches dans ce qui était dit dans le bouquin de Hugo. Vraiment très très proche. Sur le type de crise, sur les grèves, sur l'effondrement monétaire, sur tout ça. C'est pas la première fois. C'est vraiment très très semblable. Et là, ça a été écrit en 87, c'est publié en France très récemment. Alors il y a eu beaucoup de catastrophistes et cette littérature est abondante depuis des dizaines d'années. Seulement là, c'est assez précis, sur un mode opératoire qui est très précis. Par exemple, on ne parle pas du tout de guerre atomique. Ils le disent d'ailleurs, ils l'ont dit les Humides, qu'il n'y aurait pas de guerre atomique. Tout simplement parce qu'ils sont là pour éviter justement que nos bombes explosent. Hein, et ils ont déjà neutralisé pas mal de bombes. Par contre, à ce moment-là, on leur a demandé mais pourquoi vous ne nous aidez pas à éviter cette période de catastrophe? Et leur réponse est simple, c'est vous ne pouvez apprendre que par vous-même. Vous ne pouvez apprendre que de vos propres erreurs. Si on vous empêche de faire ces erreurs, vous n'apprendrez rien. Vous serez sous tutelle, vous serez comme des enfants à qui on a donné la solution. Vous devez apprendre vous-même. Vous devez être libre. C'est le respect du libre arbitre. Ils n'interviendront, ça ils l'ont toujours dit depuis les plus anciennes lettres, hein, que si vraiment l'espèce humaine était menacée de disparition totale. Donc là, ils interviendraient. Par contre, si on se fait une petite guerre ou une petite, ou je sais pas quoi, et qu'il y a 5 milliards de morts, ils n'interviennent pas. Pour eux, 5 milliards de morts, il reste encore 2 milliards de vivants. Donc l'espèce humaine n'est pas menacée. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé parce que tu as dit qu'ils étaient intervenus à plusieurs reprises pour empêcher notamment des armes de destruction massive d'œuvrer. Bon, très bien. Et dans l'ufologie classique, on retrouve ce genre de témoignage avec, je dirais, des aspects très tolléboulons ou lumineux. C'est-à-dire des objets qu'on appelle classiquement des ovnis en supposant qu'il y a derrière des extraterrestres. Et là, alors, y a-t-il réellement un lien, et si oui, partiel ou total, entre le phénomène ovni classique relaté par les témoins et cette conscience qui se manifeste d'une manière, on va dire, subtile et indéfinissable, en fait. Et puis, il y a quand même cette souche de personnages, on va dire, incarnés, qui sont maintenant 180. C'est-à-dire qu'on a un tripode, là. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les Humides voyagent en tolléboulon. J'ai le regret d'annoncer qu'ils sont... D'abord, ils ne sont pas tout seuls. Ils font partie, je dirais, d'un grand groupement de races évoluées et ils ne sont pas tout seuls à intervenir. Donc quand ils disent qu'ils ont empêché des explosions nucléaires ou des conflits nucléaires, c'est soit eux, soit leurs amis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que eux, leur système technologique en est au point où ils ont des soucoupes qui, même si elles sont luminescentes, même si elles sont capables de passer dans les univers parallèles, même si, quand on les voit voler, elles peuvent être de toutes les couleurs, etc., sont quand même en tolléboulon à la base. Ce qui n'exclut pas que d'autres races extraterrestres plus avancées pourraient utiliser d'autres technologies plus furtives ou plus éthérées. Est-ce que les Humides parlent d'autres visiteurs qu'eux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, ils font référence à pas mal de visiteurs. Ils font référence aussi à, je crois, deux races qui ne seraient pas très sympathiques et qui auraient signé des accords avec des militaires, notamment des Américains.
Et que, donc voilà, dans l'éventail des races dont il nous parle, en fait, il y a très peu de races hostiles. Bon, par contre, il y a 2 ou 3 races qui sont pas très sympas, et malheureusement, il semblerait que nos gouvernements, ou nos gouvernements de l'ombre, aient pactisé avec eux en échange de technologies. Donc, mais ceux-là sont sacrément surveillés. Au départ, on pensait que justement, s'ils étaient montés à 180 sur Terre, c'était pour neutraliser ces races extraterrestres, voilà, qui mènent des. Bon, par exemple, quand on voit les abductions, hein, typiquement, tu vois ce qui se passe avec les hybridations, les génétiques. On sent bien que c'est pas très sympathique là. Hein. Voilà. Je voulais dire aussi autre chose. Il faudrait que ça me revienne. C'était. Non, ça me reviendra plus tard. Alors, c'était en connexion avec Jean Libreau, mais ça me reviendra. Autre question? Oui, il y a une chose dans ce que vous venez d'évoquer, là, au niveau de cette conscience collective. Oui. Actuellement, vraisemblablement, ça pourrait peut-être expliquer, parce que les hommes, en se désincarnant, vont dans cette... C'est pas tout à fait comme ça qu'il l'explique. Vous voulez que je vous montre comment il l'explique? Parce qu'il y a je suis en train de lire justement ce livre-là, oui. Au-delà de l'impossible, où il y a la manifestation à travers 2 médiums de l'esprit de Tesla et de l'esprit d'Einstein, qui reviennent en force justement pour relancer au niveau de l'énergie libre, etc. Et ensuite, ça se développe à ce niveau-là. Et au Japon aussi, ils commencent à créer des machines qui peuvent effectivement domestiquer cette énergie libre. Alors, oui, enfin, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a aussi à boire et à manger là-dedans. J'espère qu'effectivement on trouvera un jour bientôt une solution à l'énergie, parce que c'est capital pour notre avenir. Les moteurs sont déjà, commencent déjà à se développer, soi-disant au Japon. Oui, soi-disant. Voilà. Non, mais vous savez, par exemple, l'auteur Didier, qui est un génie avec ses petites mains, il a fabriqué des moteurs à eau, selon les brevets américains, et puis ça n'a jamais marché. Donc, parce que c'est le fameux Didier, là? Non, Didier Van Covelort, c'est l'excellent écrivain. Là, je parle de Didier, l'auteur de Humour et l'avertissement, qui a beaucoup d'humour, peut-être encore plus que Van Covelort. Et donc Didier s'est essayé justement à fabriquer ces moteurs à énergie libre, soi-disant. Moi j'ai vu ses travaux, hein, Gérard aussi. Bon, il manquait des trucs et on n'est jamais arrivé au bout. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que pour l'instant on aimerait bien voir. Mais sinon, effectivement, dans la métaphysique humide, il y a un truc vachement important. Enfin, donc là, on est dans des univers parallèles. Hein, c'est pas, faut pas croire que c'est dans notre univers. Donc là, il y a les âmes, c'est un univers particulier où il y a toutes les âmes. Et là, c'est un autre univers où il y a les consciences collectives. Il faut voir ça en fait comme, je dirais, si on compare à un ordinateur et qu'on fait l'analogie, là, il faut voir ça comme un lieu de stockage. C'est le disque dur. Ouais. Là, il faut le voir comme l'unité centrale. Et là, on est sur Terre, aujourd'hui on est vivant, c'est-à-dire que moi qui suis sur Terre, ici, voilà, en fait je suis connecté à mon âme, bien sûr, et je suis connecté à la conscience collective. Voilà. Et quand je meurs, c'est une liaison comme ça, qui se fait directement entre mon âme et la conscience collective. Et ils expliquent que la conscience collective, en fait, c'est l'univers dans lequel peut s'exprimer l'âme. Exactement comme un programme qui serait figé, encodé, crypté, mais qui ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas, à côté de ça, l'unité centrale qui va faire fonctionner ce programme. Là, nous avons le programme, c'est-à-dire les informations qui sont figées, et là, vous avez l'unité centrale.
Et donc, à la mort, l'âme rejoint cet univers-là, enfin du moins elle est en connexion, parce qu'elle reste là, mais elle est en connexion directe. Et là, si vous voulez, alors qu'elle était coincée dans un petit cerveau d'humain, où son unité centrale c'était un petit cerveau d'humain, là tout d'un coup, paf, elle a accès à beaucoup, beaucoup plus, et donc elle devient surpuissante, je dirais. Voilà. Il y a un monsieur qui avait une question. Le langage est crypté, puisque c'est du krypton, c'est naturel. Il y a ce monsieur. Alors, vous voulez répondre d'abord? De quoi, sur le krypton? Parce que c'était un jeu de mots. Oui, c'est un... Ça vient du grec, c'est à cause de l'étymologie. Oui, c'était un très bon jeu de mots. C'est curieux parce que Sur le micro, c'est curieux au niveau du krypton parce que il y a un roman de fiction justement qui vient de la planète Krypton ou quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, c'est un mot grec Superman. qui est caché. Voilà. Il y a un double sens de l'histoire, c'est un ça double nous sens. raconte. Mais au niveau des sorties hors du corps, Ils n'abordent pas ce problème-là. Ils n'abordent pas, mais Non. justement, quand l'âme constate cette lumière, ce tunnel, ils en parlent pas. Non, ils n'en parlent pas. Moi, je pourrais vous répondre à côté, mais là, dans le dossier mot, non, il n'y a rien là-dessus. Oui, je pense que Roger Denis de Nocla exprime environ les mêmes idées dans Présence 3, notamment, sur l'âme. Et donc, dernièrement, il a rédigé Présence 4. Ouais, donc je crois que c'est des idées qui se rejoignent quelque part. Il parle de grand ordinateur central également, ce qui ressemble à la conscience collective. Alors, est-ce qu'il y a des différenciations quand même? Ou alors est-ce que ce sont les mêmes idées qui sont exprimées de façon un peu différente? Desnocla connaît le dossier depuis toujours, donc il exprime simplement ce qu'il y a dans le dossier. L'avantage qu'a Didier, c'est que Didier est un acteur essentiel, c'est-à-dire que Didier connaît très bien tous les Espagnols encore vivants aujourd'hui qui ont été les premiers contactés, et que Didier connaît très bien aussi tous ces scientifiques qui font des choses qui, jusqu'à présent, étaient demeurées secrètes, alors que Desnocla n'avait pas accès à ces informations. Oui. Je voulais vous poser une question sur Christelle Seval, sur la probabilité. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'inflation de l'univers. Il faut écouter les cours d'Étienne Klein à Normal Sup Orsay, où il explique qu'en effet, la science aujourd'hui est confrontée à ce problème d'une expansion de l'univers qui, les données l'indiquent, a été très très rapide. Et qui s'accélère. Et qui s'accélère, mais que cette expansion à ses tout débuts correspond à une expansion au-delà de la vitesse de la lumière. Et ça, c'est un mystère auquel les scientifiques sont confrontés. Donc les probabilités que les lettres annoncent en 1966 quelque chose qui relève d'une science ou d'une physique supraluminique est très très faible. Et la question des probabilités, je vous la repose, parce que j'ai moi-même constaté, étant, grâce à mon entourage très relié aux actualités scientifiques, qu'il s'est passé quelque chose au CERN l'année dernière. À la fin du mois de septembre 2015, le collisionneur de hadrons du CERN a été porté à une puissance de 750 gigaélectronvolts et des calculs ont fait apparaître une particule qu'on a appelée provisoirement la particule X. Ce résultat a attendu d'être confirmé par le même protocole expérimental effectué aux États-Unis quelques mois plus tard. Parce qu'il fallait que deux laboratoires valident la même expérience dans le même protocole pour s'assurer qu'il y avait bien là une particule qui avait encore échappé à nos observations. Le collisionneur de hadrons des États-Unis détecte la même soi-disant particule X, et là, la communauté scientifique commence à se dire qu'elle est tombée sur quelque chose. Intervient quelques semaines après un tweet
d'un tout nouveau conte une mythe, soi-disant une mythe, non revendiqué ou non considéré comme authentique, qui dit cette chose après la deuxième observation du collisionneur de hadrons américain: s'il vous plaît, réanalysez les données pour ce dit photon à masse invariante à 700 gigaelectronvolts. Et en effet, 3 mois plus tard, le CERN a fait une conférence mondiale pour expliquer que pour lui, c'était le scénario cauchemardesque, totalement improbable qui s'était déroulé, à savoir que un biais statistique s'était présenté à Genève et le même biais statistique s'était présenté aux États-Unis, ce qui correspondait à une chance sur 150 000. À partir de là, la probabilité que ce tweet ait eu le culot devant 25 prix Nobel à Genève et 50 aux États-Unis de dire qu'il y avait peut-être une erreur de calcul, cette probabilité est vraiment tout à fait infime. Oui, je ne me rappelais plus de cette histoire, mais c'est énorme, hein, c'est aussi énorme. C'est en ligne droite de tout ce qu'on a dit auparavant. Et ils disent aussi des tas de choses dont je n'ai pas parlé, mais ils disent qu'ils interviennent par exemple dans le trading haute fréquence de nos ordinateurs qui règlent l'économie. Justement pour essayer de les limiter dans les actions néfastes qu'ils peuvent avoir. Ils interviennent par exemple lors des explosions volcaniques pour les contenir. Ils interviennent lors peut-être même des explosions nucléaires de centrales pour diminuer leur effet nocif. Enfin bon, ils ne sont pas nombreux, mais ils font beaucoup de choses. Et puis je te remercie pour ce brillant exposé sur la particule X. Oui. Bonsoir. Alors, parmi les gens qui ont parlé des humides, il n'y avait pas un dénommé Antonio Ribera. Alors, Ribera était un ufologue espagnol qui a écrit un livre excellent sur les humides il y a très longtemps, dans les années 70. Ribera avait fait faire une analyse du langage, parce que les lettres humides, qui étaient les premières qui étaient adressées à l'espagnol, étaient écrites dans un castillan extrêmement pur, et on sentait à la lecture de ce texte que déjà là il y avait une anomalie, parce qu'aucun humain n'aurait pu écrire de cette façon-là. Et donc il avait été mener une étude linguistique sur le castillan qui était utilisé, et l'étude effectivement avait dit que c'était tout à fait remarquable et complètement atypique, et que les scientifiques qui avaient été, les linguistes à qui on avait demandé ça, de ces travaux, parce qu'ils ne savaient pas du tout d'où ça venait, mais avaient été vraiment choqués. Donc Ribera a fait d'excellentes choses en tant qu'ufologue. Il a écrit aussi des livres sur autre chose, mais c'était un acteur important effectivement de la diffusion des informations en Espagne dans les années 70. Je voulais savoir aussi, est-ce que les humides seraient intervenus pour limiter les dangers suite aux deux centrales qui ont effectivement Tchernobyl et Fukushima? Moi, j'ai aucun élément factuel ou élément de validation. Ceci étant, c'est ce que j'ai ressenti, oui, à la lecture de certains textes. Alors, est-ce que c'était eux ou des amis à eux? Enfin bon, il y avait quelque chose, c'était ça l'idée. C'était tout à fait l'idée qu'ils sont là toujours pour essuyer nos bêtises. Voilà. À propos de Fukushima, il me semble qu'on a détecté des ovnis à proximité. Oui. Il y a une histoire, alors moi justement Didier la connaît très bien, il voulait m'écrire un livre dessus, je n'ai pas d'accord quand ton limbago sera fini. Oui, il m'en a parlé, moi je ne connais pas l'histoire, mais il y a un rapport avec ce couvercle de Fukushima, le couvercle qui a été soufflé alors que normalement il n'y aurait pas dû, et un changement du métal, enfin il y a
Voilà, il y a des éléments, d'après Didier, qui montrent qu'il y a eu intervention extraterrestre sur Fukushima et sur Tchernobyl. Ouais. Donc je vais te poser une question, si c'est possible, si c'est en présent dans un livre humour avertissement. J'ai lu donc le livre de Jean-Pierre Petit, Le mystère et le mythe, qui est un livre assez dense, en même temps accessible, parce que comme scientifique, effectivement, il a un sens pédagogique remarquable. Moi, je ne sais pas trop de culture scientifique, a priori, mais je crois avoir compris une partie des présentations. Mais alors, les aspects cosmogoniques ou cosmologiques. Cosmologiques. Est-ce que tu peux développer est-ce que c'est en prise avec ce qui reçoit? Tout à fait, ça c'est très important, je ne l'ai pas abordé, mais c'est un point extrêmement important. Dans notre science actuelle, nous connaissons que, je dirais, 5% maximum de la matière de l'univers. Pourquoi? Ces dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait des comportements de galaxies, des comportements gravitationnels qui étaient inexplicables. Il manquait de la masse pour expliquer, par exemple, tout simplement expliquer qu'une galaxie tourne et qu'elle ne s'éclate pas, vous savez, avec les forces centrifuges. Ça supposerait qu'à l'intérieur, il y a une certaine masse qui retienne toutes ces étoiles, avec la vitesse de rotation. Or, quand on calcule la masse en fonction des étoiles visibles, on est très 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 loin du compte. C'est-à-dire qu'on a inventé ce qu'on appelle la matière sombre, et qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça représente 60% à peu près de la matière de l'univers, c'est la matière sombre. Ce mot sombre pour dire on ne sait pas ce que c'est, on n'en a aucune idée, c'est l'état de la science actuelle. Ensuite, on a inventé un deuxième mot extraordinaire, c'est l'énergie noire, ou l'énergie sombre, pour dire, eh ben, dans certains cas, il y a une accélération, comme par exemple l'accélération de l'expansion de l'univers, et là non plus, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui la provoque, on n'en a aucune idée, donc on pense qu'il y a une énergie qui cause cette accélération, cette expansion, et on l'appelle énergie noire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors d'un côté on a la matière noire, 60% de l'univers, de l'autre on a l'énergie noire, je ne sais pas, ça doit faire 35% de l'univers, et voilà. Il nous reste aujourd'hui 5%, on connaît la matière, ce qu'on étudie dans les collisionneurs, etc., ne représente que 5%. D'après les scientifiques, tout le reste, c'est inconnu. Or, les Humites et Jean-Pierre Petit ont travaillé, enfin, ils n'ont pas travaillé ensemble, mais les Humites ont donné beaucoup d'indices là-dessus. Et Petit, qui avait plusieurs casquettes, donc il n'était pas seulement un physicien doué en magnéto-hydrodynamique, c'était aussi un cosmologiste. Et toutes ces dernières années, c'est-à-dire là, ça va faire au moins 30 ans ou 40 ans, qu'il travaille sur la cosmologie de pointe. Et quand il a écrit « On a perdu la moitié de l'univers », ça c'était dans les années 90, au début 90, tout ce qu'il exposait, qui venait en droite ligne, donc des théories humites, expliquait cette matière noire, expliquait cette énergie noire, mais à l'époque ce n'était que des explications, des intuitions avec quelques équations, quelques tours d'ordinateur, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Depuis, là il a été très 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 loin, il en est à l'aboutissement de ses travaux aujourd'hui, il a commencé à publier, vous savez, il publie par morceaux, donc toute sa théorie, morceau par morceau, c'est publié dans des journaux à référer internationaux, et tout cela décrit la même théorie sur l'univers, qui est exactement la théorie humide. Ce qu'il appelle aujourd'hui, enfin longtemps il a appelé la théorie des univers jumeaux, maintenant il appelle ça le Janus. Mais c'est la même chose, vous savez, Janus, c'est cet homme à deux visages. Donc, d'après les Humides, et expliqué sous forme d'équations très pointues par Jean-Pierre Petit, voilà comment ça se passe. En fait, intégré à notre univers, il y a un second univers qui est exactement au même endroit, sauf qu'il ne répond pas aux mêmes règles. Cet univers-là, ce qui est le cosmos jumeau finalement, cosmos Janus,
il contient aussi de la matière, c'est une espèce d'antimatière, si l'on veut, qui n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Par contre, là où on ressent son action sur notre univers, c'est l'inverse de l'attraction gravitationnelle. C'est-à-dire que les étoiles, si vous voulez, qui sont dans cet univers jumeau, au lieu d'attirer notre masse de matière à nous, elle la repousse. Et c'est ce qui explique, par exemple, la rotation des galaxies. Vous avez une galaxie comme ça, spirale, qui tourne. Nous, on dit, ah, il n'y a pas assez de matière, pas assez de gravité, elle devrait exploser avec la vitesse centrifuge quand elle tourne. Et Petit, il dit, bah non, elle n'explose pas, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout autour, il y a de la matière invisible qui fait partie de cet univers jumeau et qui repousse notre matière. Voilà. Moi, je m'aurais posé une simple question, parce que tu as parlé de matière sombre, il y a matière noire, il y a antimatière. Est-ce que c'est la même chose? Non, pas du tout. Quelles sont les différences? Alors ça, c'est très pointu, là, comme question. Parce que moi, je suis confus, là. Tu as rajouté des termes, et j'ai déjà le terme énergie sombre, ça me semble déjà... Bon, je dois travailler sur ça au niveau de mon cerveau, mais sur le côté matière, bon, on a 3 sortes de matière, noire, antimatière, sombre. Alors, il y a la matière ordinaire, c'est celle qui est ici, et il y a l'antimatière qui est inversée électriquement, c'est-à-dire que l'électron, il est non pas négatif, mais positif, électriquement chargé positif, et le proton, c'est un proton, il est chargé négatif. L'antimatière, c'est juste l'image électriquement inverse de la matière ordinaire. L'antimatière est très bien connue, on en fabrique tous les jours dans certains laboratoires, elle est extrêmement difficile à conserver parce que quand elle rentre en contact avec la matière ordinaire, elle explose. L'antiélectron, le positon, quand il rentre dans l'électron, il explose en donnant 2 rayons gamma. Pareil, les antiprotons, ils explosent. Donc il faut la conserver dans des pièges magnétiques, c'est extrêmement difficile. On en fabrique et on en stocke que quelques atomes d'antimatière. Mais l'antimatière, c'est bien connu par les scientifiques. La matière sombre, dont ton explication est tout à fait correcte, c'est tout simplement, comment dire, c'est une formule pour expliquer un déficit de gravitation qu'on observe. On observe que dans les galaxies et dans les groupes de galaxies, les galaxies extérieures et les étoiles extérieures vont à une vitesse qui n'est pas explicable si on se rapporte à la quantité de matière visible au centre de la galaxie. Par exemple, on sait que la Lune tourne autour de la Terre à une certaine vitesse, c'est bien expliqué, parce qu'en fonction des lois de la gravitation, on connaît la masse de la Terre, on connaît la masse de la Lune, et il n'y a pas de mystère. La Lune tourne à la bonne vitesse. Mais les étoiles qui sont autour de notre galaxie, elles tournent trop vite pour rester stables. Normalement, comme tu dis, ça devrait exploser. Ça n'explose pas, donc il y a une masse plus importante que prévue dans la galaxie. Et comme on ne la voit pas, on dit que c'est la matière sombre. C'est un concept, c'est pas une matière connue, c'est une variable de rajustement. Quant à la matière noire, c'est une autre façon de dire la matière sombre, ça n'existe pas. Alors, merci beaucoup pour cette intervention très pointue. Malheureusement, je ne pourrais pas être aussi pointu pour continuer l'exposé dessus, mais je voudrais quand même revenir sur un point. Quand on parle de l'antimatière du cosmos jumeau, il ne s'agit pas du tout de l'antimatière électrique. Dans l'antimatière dont vous parliez, effectivement, un électron, signe moins, rencontre un positon, signe plus, et ça crée une explosion. Quand la matière traditionnelle rencontre l'antimatière électrique, ça cause donc la plus grosse explosion qu'on puisse imaginer. Là, il s'agit d'une antimatière qui n'est pas électrique, et lorsqu'un atome de matière rencontre un atome de cette antimatière particulière, il y a annihilation, il n'y a rien, quoi. Les deux vont disparaître, mais pas dans une explosion. Donc, mais là, ça devient très pointu. Il faudra regarder les travaux de Jean-Pierre Petit là, sur les questions. Mais il existe plusieurs types d'antimatière. Une autre question? Oui. Je ne sais pas
pas si tu avais cette information, effectivement, dans la controverse un peu sur les humides, et ce que disait Jean-Pierre Petit. Je crois qu'il avait tendance à dire que Andrei Sakharov avait eu ses connaissances à la base de dossiers humides. Et c'est pas exactement ça. Il dit que Sakharov, effectivement, a été le premier physicien à concevoir un cosmos jumeau éniantomorphe, donc ce qui est dans le cas de la théorie humide. Éniantomorphe, ça veut dire que dans ce cosmos parallèle, à côté de nous, le temps se déroule en sens inverse. Donc chez nous, la flèche du temps, elle est comme ça, et dans l'univers jumeau, elle est comme ça. Et ça, effectivement, ces bases-là, théoriques, ont été tout à fait fondées par Sakharov, le prix Nobel. Et Petit a développé ses travaux ensuite à partir, évidemment, de tout ce qu'avait fait Sakharov, parce que c'était une base de travail qui est déjà très avancée. Oui, alors, ce que vous venez de dire là, donc justement au sujet de l'antimatière, qui était un peu distincte de celle que monsieur a précisée en tant que pure matière inerte qui aboutit à l'explosion. Et alors, comment expliquer que j'ai lu ça, enfin, c'est une source qui est toujours parfois critiquée au relatif, c'est dans du Science Vie, on évoquait que l'antimatière actuellement, néanmoins, c'est peut-être celle dont je parle, elle se fabrique en quantité assez forte, c'est-à-dire qu'on a actuellement, paraît-il, dans certains endroits, on stocke des centaines de tonnes d'antimatière. Des centaines de tonnes, non. On en sait en fabriquer, mais non, c'est pas des tonnes. Je viens de dire que c'est quelques atomes à la fois. Mais j'ai entendu dire qu'il va y avoir une expérience bientôt où on va tester des atomes d'antimatière créés pour savoir s'ils répondent à la gravité en tombant ou si au contraire, par effet de répulsion, ils monteraient en l'air. Et Jean-Pierre Petit était très intéressé par cette expérience parce qu'il disait, moi, selon mes calculs, ils vont... Enfin, je sais pas, il voyait la solution inverse de ce que proposait l'équipe qui travaillait sur cette expérience. Donc les résultats vont sortir bientôt, ça sera très intéressant de voir ce qu'il en sort. Parce que si Petit a tort, bon, ça va invalider ses travaux théoriques. Par contre, s'il a raison et que c'est l'équipe qui fait l'expérience qui a tort, là ça va donner une sacrée validation aux travaux de Petit. En fait, on ne sait pas comment se comporte l'antimatière. On ne sait pas la modéliser. Aujourd'hui, on est au-delà de la particule, on est au niveau du quark, qui sont des concepts qui ne correspondent à rien de tangible, mais qui arrangent bien les équations. C'est-à-dire que quand on a des observations, il faut absolument qu'on trouve un modèle qui colle. Il se trouve que les modèles aujourd'hui permettent plusieurs solutions, donc on privilégie celles qui correspondent aux nouvelles observations avec des matériels plus pointus. Mais on ne sait toujours pas comment ça se comporte à ce niveau-là dans l'antimatière. Il est possible, ça c'est pas du tout, ce sont des travaux de Jean-Pierre Petit, il est possible que les deux univers jumelés qui sont opposés, qui s'appellent dans le modèle Janus, soient deux antimatières dont le comportement ne correspondait pas à ce qu'on avait imaginé. Et c'est d'ailleurs là-dessus que met le doigt Jean-Pierre Petit. Il va plus loin en disant, attendez, deux modèles qui sont, je dirais, électriquement opposés ne se comportent pas du tout comme on l'avait prévu. Et d'après les écrits que j'ai pu voir, mais j'ai sommairement survolé. Hein. Il s'est aussi beaucoup basé, Jean-Pierre, sur les travaux du mathématicien Souriau, qui était un mathématicien français qui a donné des outils mathématiques très intéressants. Et Petit s'en est servi. Mais tout ça, je rappelle, ça vient en ligne droite des écrits humides qui disaient déjà en 1966 que quand on prend une particule de notre univers plus une particule de l'univers jumeau, ça fait zéro. Ça ne fait pas explosion. Ça ne dégage pas d'énergie. Ça ne dégage aucune énergie. Voilà. Et Petit est parti là-dessus. Après, aujourd'hui, je veux dire, tout le mérite lui revient quand même. C'est 30 ans de travaux, très pointus. Les humides n'ont pas tout fait. C'était juste donner l'idée de directrice. Les humides impulsent, vous nous laissez
le libre choix et l'auto-apprentissage. On peut voir ça comme ça. Après, c'est à nous de faire le travail. Et c'est donc quelque chose qui nous revient et c'est notre propre évolution. Voilà, ça fait pas, partie ça de s'appelle notre... pas de l'ingérence. Voilà, c'est pas de l'ingérence. Tout est là. C'est la mouche du coche.